dans le futur pendant une semaine. Il y a des gens qui comprennent pas, je vais vous expliquer. Et juste retrouver un maximum d'électricité, c'est une passion. Mesdames et messieurs, ce soir, on va accueillir Corentin de Châtel-Perron. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Je vous la fais brève, mais en gros, c'est un inventeur de plein de technologies bizarres et biscornues qui vont être les nôtres dans le monde de demain. Et pendant une semaine, j'ai vécu dans un appartement très crédible de 2040. Dans l'appartement dans lequel on devrait tous vivre. On devra tous vivre en 2040. Tu dis ouais, attends que je te raconte. Et non, c'est vraiment incroyable. C'est un appartement de 26 mètres carrés, donc en plein dans la ville, qui a été conçu exprès pour réduire ses besoins énergétiques. Donc j'ai appris plein de choses hyper excitantes et j'ai adoré. Quand tu rentres dans l'appart, à droite, il y a des petits grillons qui vont... Je dis, oh, c'est pour la musique. Il me dit, non, c'est pour les manger. Je dis, d'accord. Je vois qu'il y a des enfants qui vont sortir traumatisés ce soir. À gauche, il y a genre une douche trop belle avec des champignons qui poussent dedans, mais volontairement. Je précise parce que j'ai déjà eu des champignons dans la douche. Ils étaient pas volontaires et c'était pas bon. En gros, ils profitent de l'humidité de la douche pour créer des champignons, etc. Il y a des systèmes de culture en hydroponie. Ça veut dire que partout, il y a des plantes qui poussent avec un système qui ne nécessite pas de terre, avec plein de plantes aromatiques qui poussent dans tous les sens. Et en gros, elles se nourrissent qu'avec des nutriments que tu mets dans l'eau. Et ces nutriments, c'est ton urine. Vous voyez où j'arrive, là ? Il y a plein de trucs, il y a des inventions incroyables, improbables, confortables, ingénues, qui utilisent le vivant pour faire plein de trucs. Et donc moi, Corentin m'explique plein de trucs, je suis trop contente. Et à un moment, il me montre comment mettre de l'eau avec son urine dans une bouteille en verre. Et qu'il faut activer un goutte à goutte qui marche sans électricité pour que goutte à goutte tes nutriments viennent nourrir les plantes. Et je dis sans électricité c'est trop cool, c'est quoi, c'est panneau solaire, c'est comment? Il me dit non, c'est avec un système d'aspiration. Tu peux créer le goutte à goutte. Je dis aspiration, d'accord, il y a quoi, il y a un aspirateur, c'est quoi le... Il me dit non, J'ai dit, qu'est-ce que t'arrives pas à siffler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Et donc, en tant que professionnel du monde de demain, il a la technique, il me montre, il me dit, tu mets le petit tuyau dans la bouche, tu souffles, t'aspires, comme ça, t'as pas d'urine qui vient dans la bouche. J'ai dit, ok, trop cool. Il me montre comment ça marche et tout. Il me dit, t'as 4 jours pour le faire, tu peux le faire en 4 jours. J'attends 6 jours. Parce qu'il m'avait dit, il faut pas avoir trop bu la veille. Et ah oui, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais si vous rigolez pas à mes vannes, je m'en charge. Voilà, ça peut être surprenant au début. Donc arrive le 6e jour, je me dis, il faudrait peut-être que je pisse dans les plantes. Alors je me dis, si je le faisais directement, je casse un truc. Je dis, bon non, on va pas faire ça. Donc je mets dans mon petit cruchon, je suis là, ouais, mais moi je suis hyper écolo en fait, donc à la base. Je mets dans le truc. Et je me dis, je pense qu'il fallait rajouter un truc, mais je me souviens plus. Je regarde mon urine me regarde, je regarde mon urine, je dis, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je me dis pas de l'eau, je me dis, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc je prends le tuyau et je fais... Franchement, c'est pas si dégueu. Enfin, franchement... c'est pas si dégueu. Enfin, ça passe, tu vois, c'est... Franchement, ça passe, quoi. Ah, mesdames et messieurs, pour nous raconter toutes ces aventures incroyables, on a l'honneur de rencontrer ce soir, s'il vous plaît, faites-lui un maximum de bruit. Un maximum de bruit pour Corentin de Châtel-Perron, s'il vous plaît.
Ouais, super. Content que tu sois encore en vie. Corentin, je vais faire un petit portrait de toi. T'as le droit d'intervenir dans le micro ou juste subir en posant le micro. Ça va être un peu intense. C'est le début d'il n'y a plus de saison, c'est comme ça. Tu me conseilles quoi? Je te conseille de poser le micro et... respiration ventrale. Et vous qui connaissez Swan, vous me conseillez quoi? Merci du soutien, les petits hippies. Corentin, tu es ingénieur, navigateur et surtout aventurier. C'est fou de se dire « je vais devenir aventurier ». Comment on devient aventurier officiellement? Est-ce qu'il y a un BTS, aventure, compta gestion? Ça fait vraiment profession de... Il boit son thé. Parce que je vais vous expliquer après, mais il n'a pas le droit de boire et de manger autre chose qui vient de l'appart à Grillon. Parce qu'après, il teste son sang pour voir s'il n'a pas trop bu d'urine. Enfin, bon, bref, un délire. Bon. Aventurier, ça fait vraiment profession de rêve d'enfant. En fait, il a une stratégie pour me déconcentrer, c'est qu'il fait des bruits avec ses inventions. Il va sortir une éolienne et faire... Aventurier, ça fait vraiment profession de rêve d'enfant. C'est comme si moi, je disais, je suis Swan, humoriste, productrice et princesse. Je me suis toujours demandé, c'est quoi l'emploi du temps d'un aventurier, même si je l'ai découvert cette semaine. Beaucoup moins sexy qu'il n'y paraît. Alors aujourd'hui, c'est lundi, je brosse mes chaussures de rando. Demain, c'est contrôle technique de ma boussole. Et mercredi, j'ai réunion Zoom avec un piroguier. Tu es également écrivain, auteur, mais surtout la personne qui œuvre le plus pour la recherche de low-tech. Donc les low-tech, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit pas de danse techno. Non, pas du tout. C'est toutes les technologies de bas niveau, genre le velcro, la ceinture élastique, le programme du RN. Pardon, je m'égare. Pas du tout. Les low-tech, c'est le contraire de la high-tech. La high-tech, c'est des choses qui coûtent cher à produire et à acheter et qui défoncent la planète. Selon ta propre définition, les low-tech, ce sont tous les systèmes qui permettent de faire du mieux avec moins, de répondre aux besoins de base avec les moyens du bord. Une low-tech, ça va être par exemple un four sans électricité, une maison qui chauffe sans chauffage. Et moi, j'avais une idée, par exemple, faire un vibromasseur qui vibre grâce à des abeilles. Et je suis ravie de voir qu'il y a des enfants très très jeunes dans le public ce soir. Tu as inventé un truc, no offense, hein, qui existe déjà. Mon père appelle ça le bidouillage par soi-même parce que ça coûte beaucoup trop cher, on va pas payer pour ça quand même. Tu le reprends à ta sauce avec un nom de start-up cool, la low-tech. Hyper stylé. Hein. En fait, Corentin est sûr qu'on peut changer le monde avec ce que tu trouves derrière ton frigo et ce qui traîne sous ton canapé. Bon, après, moi, j'ai regardé et je vois pas ce que je vais faire avec un pépito écrasé et un papier de préservatif. Mais, bon, tu t'es notamment fait connaître pour avoir passé 4 mois en autonomie, en solitaire, au milieu de l'océan, en Thaïlande, en 2020, sur un radeau. Le but, c'était de montrer que tu pouvais survivre seul, avec quelques bidouilles. De cette aventure extraordinaire, tu tires un livre, Ma biosphère, et un documentaire Arte. Donc, si je résume, en 2020, en plein Covid, tu passes 4 mois tout seul. Et tout à coup, ça y est, monsieur est aventurier. Nous aussi, on pourrait bien écrire des romans. L'aventure du couvre-feu. Le secret de l'autorisation de la sortie. 2 bras et 3 vaccinations, ça fait mal. Pendant ces 4 mois seul sur un bateau, tu es devenu ami avec un canard. Ce qui permet de répondre à la question, l'isolement rend-il complètement dingo? Oui. Comment ça se passe l'amitié avec un canard sur un bateau? Quand il se comporte pas bien, tu le mets au coin-coin? Pour faire ses besoins, il a son petit coin-coin. Bon, bref. J'avais pris beaucoup de grillons quand j'ai écrit cette vanne. T'avais amené un canard pour pondre des œufs et finalement, il a rien pondu. En partant, tu pouvais pas le prendre dans l'avion. T'as pris l'avion pour revenir, non? Oh! Corentin... Je me tais parce qu'il a des dossiers sur moi. Je retire. Tu pouvais pas le prendre avec toi, donc t'as laissé ton canard à un Thaïlandais qui t'a promis qu'il n'allait pas le manger. Alors, si c'est la première chose qui lui a traversé l'esprit de te dire qu'il n'allait pas le manger, c'est pas bon signe. C'est comme si moi on me file une boîte de Kinder Bueno et que je disais «
promis, je mange pas. Je vais pas le manger, non. Il y a de grandes chances que ton canard ait fini sur un coin-coin de table. Le pire dans cette histoire, c'est que tu pensais au début que ton canard était une canne. La question qu'on se pose forcément, c'est comment tu t'es rendu compte que c'était un mec? Est-ce qu'il rotait à table et il fallait tout lui répéter 2 fois? Je sais pas. Petit taquet gratos, Florence. Tu dis, vous pouvez, allez-y, oui, allez-y. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu dis dans une interview, en parlant de la canne, donc, que tu as appelée canard, on masculinise une femme, bref. C'est vraiment devenu une pote, j'adorais ce canard, elle était vraiment cool. J'adorais ce canard, elle était vraiment cool. Vraiment une phrase que tu prononces soit sur la plateforme low-tech de Corentin, soit au bois de Vincennes après une soirée champignons, voilà. En parlant de champignons, sur le radeau, tu fais pousser de la spiruline. En gros, c'est une algue verte qui ressemble à du curaçao, un peu vert, avec pas les mêmes effets. Et c'est pour avoir ton apport en protéines. Tu dis, je n'avais jamais eu d'empathie pour de la spiruline. Là, je voyais quand elle allait mal, son goût, sa couleur, son odeur changeaient. J'ai vraiment commencé à avoir un lien avec les plantes, les bactéries, les insectes, les champignons, comme on peut en avoir avec un chien ou un chat. Alors, Corentin, faire copain-copain avec des bactéries, c'est pas de l'empathie, c'est de la solitude. Il a envie de pleurer, j'en suis de la spiruline. En 2009, à la suite d'un voyage au Bangladesh, un grand voyage parce que tu as fait un stage, tu découvres un palliatif à la fibre de verre ultra polluante qui est dans les bateaux. Tu découvres la fibre de jute, et quand je dis jute, je ne parle pas de sécrétion masculine. Il y a vraiment trop de blagues de cul, je retire, je rembourse, je suis désolée. Cette fibre de jute, tu décides d'en faire un mini voilier. Nous, on fabrique des colliers de pâtes à nos mères, et toi, tu construis des mini voiliers en fibre de jute. Merci de nous faire passer pour des gros nazes, en fait. Pour tester ce bateau, tu décides de partir en expédition. Avec ce bateau fabriqué, donc il n'avait jamais été fabriqué comme ça. Le bateau était nommé Tara Tari, ce qui, je pense, veut dire en bengali le bateau d'un grand malade. Ça veut dire quoi? Rapide? Ok. J'aurais pu traduire, mais c'était plus rigolo. À l'époque, sur ce bateau, tu avais un désalinisateur, un four solaire, un réchaud, 2 poules, une petite serre. Tu dis que tout ça n'a pas marché. Et à la suite de ça, tu décides de partager toutes tes inventions publiquement. L'influenceur du métaverse. Tu partages ce qui marche pas. Alors là, je vous présente mon réchaud au soleil. Bon, on va pas se mentir, il sert plutôt de frigo. C'est pas ouf. Voilà le plan, changez-le. Il y a quand même certaines de tes inventions, on se demande quand même si tu nous prends pas pour des idiots. Je sais plus si je l'ai inventé ça, mais je crois que j'ai vu le séchoir solaire. Bah, tu fais sécher ton linge au soleil, quoi. Attends. Alors, les amis, je vous présente mon invention low-tech. C'est un mégaphone humain. Macron, si tu savais. Ça doit être trop facile de se faire un cadeau à Noël. Tiens, Corentin, un cercle de rangement pour textiles en bois, autrement appelé un rond de serviette. Et puis, si t'as déjà un rond de serviette, tu l'offriras à ton canard, ça lui fera un collier. Ça me fait de la peine, ce pauvre canard, il se prend tout dans la gueule. Parmi tes aventures, tu as aussi testé une maison autonome dans le désert. On va en parler longuement. Tu voulais voir si on pouvait vivre avec des low-tech, dans un milieu aride. Tu as donc vécu dans le désert mexicain. De toute façon, pour le milieu aride de nos jours, c'était soit le désert mexicain, soit ma vie sexuelle en ce moment. Ne riez pas, s'il vous plaît. C'est très sérieux. Aujourd'hui, ton immense projet, vivre et faire caca dans les larves, ça m'a pas aidé à ramener quelqu'un. Alors, aujourd'hui, ton immense projet, c'est que tu essaies de créer tout un village version low-tech qui serait implanté en banlieue parisienne. Enfin, c'était le projet à la base, mais on va en parler maintenant, c'est un appart. Moi, j'y crois, franchement. Tant qu'il y a une terrasse et un café à 7 €, les Parisiens, ils vont s'adapter. Et la première Parisienne à y avoir vécu, c'est moi cette semaine. Pour tout ça, Corentin, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Du bruit.
Je sais pas si j'ai bien fait de laisser le micro, en fait. J'ai dit plein de bêtises. Est-ce que tu veux corriger ce que j'ai dit? Ouais. Ah, trop tard. Ouais. Si tu veux, t'as un droit de réponse, mais on va éclaircir des trucs. Il y a des trucs que j'ai un peu simplifiés. Parce que expliquer les détails du séjour solaire pour les morceaux de banane, c'était trop compliqué, mais c'était trop rigolo de faire la blague. Et vu que c'est un ingénieur, il va faire non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, mais pas drôle du tout. Pas drôle du tout pour les vannes. Déjà, j'ai vraiment dû renoncer difficilement à dire qu'il avait fabriqué un bateau en pantalon en jute. Déjà, ça me faisait beaucoup rire, mais on m'a dit c'est pas vraiment ça. Donc, Est-ce que tu veux rajouter un truc ou on passe direct aux milliers de questions que j'ai à te poser? Bah, juste ne retenez pas ce qu'elle a dit. Comme ça, on fait page 9. En quelle matière est fait ton pantalon? Mix de lin-coton. Mix de lin-coton. Et toi, c'est du... Non, mais en vrai, c'est assez écolo, mais il faudrait que tu regardes l'étiquette. Donc, il faudrait que j'ouvre la braguette et que je le descende. Et pour mettre à l'aise mon invité, c'est pas ouf. Non, mais normalement, je fais hyper attention aux trucs que j'achète. Donc, je sais que c'est... Aux animaux, absolument pas. Les grillons, délicieux. Pour ceux qui voient pas, je crois que c'est un léopard. Ah oui, non, c'est un faux. Non, c'est du faux, quand même. Je me sens hyper gênée. Ça, c'est pas du tout du cuir. C'est du... Je l'ai fabriqué hier soir dans l'atelier sous l'appartement. Est-ce que on peut parler de l'appartement, si ça te va? Vas-y. Bah, est-ce que tu peux me raconter un petit peu pourquoi tu as fait ce projet et est-ce que tu trouves que je m'en suis bien occupée cette semaine? Ok. Non, mais il y a plein de choses à faire. C'est une charge mentale de ouf. Est-ce que vous avez déjà eu un chien ou un chat? Pose ton micro. Pendant une... C'est à mon tour. Où est-ce que j'ai laissé couler de l'urine, là où il fallait pas? Dis-moi tout, Corentin. Non, en fait, l'idée, c'était de voir, après un tour du monde pour chercher des low-tech un peu partout, comment implémenter ça en milieu urbain. Et du coup, avec Caroline Pulse, qui est designer, avec qui on a fait l'expérience dans le désert aussi, on a décidé de voir... Donc, on est à Boulogne-Billancourt, qui est à l'ouest de Paris, et on a aménagé un appartement qui fait 26 mètres carrés, avec, du coup, plein de low-tech à l'intérieur. Donc, il y a des trucs qui... qui marchent bien, d'autres moins bien, mais la plupart soit ne les maîtrisent pas. En tout cas, ça, c'était au début. Allez, bim dans la gueule. On s'est projeté en 2040 pour voir en fait comment on pourrait vivre dans le futur de manière plus respectueuse de la planète, des humains, et en même temps que ce soit un mode de vie qui soit sympa et désirable pour le futur. Je sais que tu essaies de faire un micro-low-tech, mais est-ce que tu peux rapprocher un tout petit peu de ta bouche? Ouais, t'inquiète. En fait, je peux amplifier ma voix comme cela. Ouais, mais hyper chiant pour le montage, donc lâche l'affaire. Et pose ton micro. Et donc, on a mis des mois à le préparer, en fait, avec des écoles d'ingénieurs, avec des experts. Tout est prototypé dans l'appart. Il y a même, la bouilloire, le système qui utilisait l'énergie solaire, la douche, même le matelas, etc. On a tout fabriqué vraiment spécialement pour ça. C'est un peu la NASA des low-tech. Et on a même d'ailleurs bossé un vaisseau spatial, ouais. On a même bossé avec l'agence spatiale, avec des écoles d'ingé, etc. Pour de vrai. Et mi-juillet, on a commencé l'expérience pour 4 mois. Du coup, on vit avec Caro dans l'appart. Et on s'est dit, c'est cool de tout mesurer, de voir ce qui marche pas. Mais ce serait sympa de faire essayer quelqu'un d'autre. C'est là que j'interviens. Quelqu'un de superficiel qui arrive avec ses boucles d'oreilles et son rouge à lèvres en disant il n'y a pas de fer à boucler, je comprends pas. C'est la semaine dernière que j'ai compris que c'était une idée bizarre. Parce que j'ai dit quoi? C'est comme si Thomas Pesquet avait demandé à Swan de garder l'ISS, la Station Spatiale Internationale, genre je serai pas là la semaine prochaine, est-ce que tu peux t'occuper de... J'ai failli tuer les bébés grillons, c'était caché. Au bout d'une heure, elle avait super soif, elle m'a envoyé un message en disant comment je peux boire. Elle menaçait de boire son urine, déjà. Au bout d'une heure. Au bout de 24 heures, elle m'a pas appelé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais elle a fait des stories sur Instagram en disant genre j'ai la dalle, j'arrive. Au bout de 24 heures, elle crevait de faim. C'est là que j'ai senti un peu comme si c'était un astronaute en déperdition dans sa station parce qu'elle se filmait comme ça. Qui part dans l'espace comme ça. Adieu. Je vais tenter une sortie extravéhiculaire chez le Chinois en bas de la rue. Vous savez qui m'a répondu?
ouvre le robinet. J'étais hyper vexée. Hyper vexée. Deuxième jour, au bout de 48 heures, blackout total. Ah ouais, d'accord. D'accord, donc même le truc que j'ai pas mis en story, parce que je voulais vendre du rêve, tu l'as dit devant tout le monde, d'accord. Tout le système électrique, c'est la première fois que ça arrivait. Down, quoi. Et on n'a pas compris avec l'ingénieur qui a aidé à faire ce système, on s'est appelé, il est en Suisse. Ils ont appelé 10 personnes, genre. Applaudissez pas, ça va l'encourager. Et donc je l'ai appelé, on a fait des réunions, il y avait Emma aussi au bureau, on était à 3, c'était un peu Houston pour la base internationale, mais avec Swan à bord, quoi. C'est-à-dire sans filet, tu peux pas dire à Swan, écoute Swan, faut rentrer dans le programme du microcontrôleur, tu sais coder? Ouais. Non, arrête de m'insulter. Et moi, j'avais pris mon sac à dos, ma gourde, et j'étais partie chez Louane comme ça, en disant je reviens pas quand il n'y a pas d'électricité. C'est ça, elle s'est barrée. Je suis partie 2 jours, je dis moi je reviens pas en fait. Si je peux pas charger mon portable, je reviens pas. C'est vraiment moi qui ai fait n'importe quoi? Alors, là, c'est ça qui Alors c'est ça qui est marrant aussi, c'est que le premier appel, tu me dis Coco, il n'y a plus d'élec, je comprends pas, tout est noir. Pourtant, j'ai rien fait, j'ai allumé la bouilloire et je suis allé faire une sieste. Ok. Donc, réunion avec Emma, l'ingénieur, machin. On fait un point. Et là, second appel de Swan, elle me dit j'ai renversé un peu d'eau sur le système électrique. Mais vraiment pas beaucoup, je te jure. Et mais il y a de l'eau partout, il y a de l'hydroponie juste au-dessus. Et là, on s'est demandé s'il fallait attendre le 3e appel. Bon, d'accord, j'ai mis le feu. Putain, la honte. Et bref, le problème a été résolu, elle est revenue. Et après, franchement, tu t'es bien débrouillé. Ah, merci, un peu de reconnaissance. Et là, Caro a fait le relevé d'eau tout à l'heure pour voir combien tu avais consommé. Tu as consommé 16 litres par jour, ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Un Français consomme en moyenne 150. Figurez-vous que je me suis lavée chez Louane. Et... incroyable. Donc, au-delà de montrer des choses qui dépensent pas trop d'énergie... Je vais ignorer ce babos. Au-delà de montrer qu'on peut ne pas dépenser d'énergie, etc., pourquoi vous avez appelé cet appartement l'appartement de 2040, qui est que dans 15 ans, hein, quel était le but, en fait, de faire ce projet en plein milieu de la ville? Et est-ce que c'est juste de montrer, ah, regardez, c'est rigolo, on peut faire ça comme ça? Ou est-ce que c'est des vraies nécessités qui arrivent de plus en plus? En fait, on est persuadé qu'il nous faut des images du futur, d'un futur qui soit désirable et qui matche avec les contraintes planétaires, qui soit en même temps accessible à tout le monde, que ce soit pas juste réservé à certains. Et notamment pour les jeunes, je trouve que c'est un peu con quand t'es jeune, que tu dois choisir tes études, ta carrière et tout, de pas avoir l'image d'un futur qui donne envie. Je trouve que le futur actuellement, je sais pas, on voit qu'il y a un problème. Tu vois, que ce soit les limites de la planète, les ressources, la biodiversité qui s'effondre, etc. Les guerres et tout ça. Et du coup, ça donne envie d'essayer de créer un futur, une image du futur qui attire les gens. Et c'était ça l'objectif. L'année dernière, au Mexique, on s'est projeté en 2090, dans un monde où il y a plus de zones arides, etc. Donc on s'est dit, comment on pourrait vivre bien dans un monde comme ça? Et là, on se projette en 2040, dans 15 ans, donc c'est dans pas très longtemps. Ouais, c'est flippant, ouais. Mais à la fois, ça laisse le temps s'adapter culturellement à certains changements. Et du coup, on s'est dit, OK, 2040, allons-y. Et on a choisi une zone urbaine dense. Tu sais que la région parisienne, c'est une des zones les plus densément peuplées du monde. Et pour moi, qui ai grandi à la campagne, ou Caro, qui a grandi en campagne en Belgique, c'est un milieu extrême ici. Hein. Ouais. C'est dur pour vous. Non mais, ouais. Vous êtes 10 millions, les gars. Ouais. 2 millions intramuros. Mais c'est pas vraiment 10 millions. 2 millions intramuros. Mais ouais. Vous êtes juste à côté du périph', ce qui n'a pas amélioré ma santé psychologique. Vous êtes dehors. Et c'était le pire dans toute cette expérience. Tu fais une distinction. Et ça m'a fait marrer. Les Parisiens... Ça va pas ou quoi, Boulogne-Billancourt? Non, mais... Marcel Samba à la station, sur la 9. Ouais. Bon, vous me faites marrer à dissocier les banlieusards rigolent plus du tout endroits, parce que je suis en retard sur le spectacle déjà.
Non, mais pour moi, venir à Paris, c'est un gros pâté de maison, tu vois, avec une tour au milieu. C'est bien résumé, ouais. On dirait moi qui découvre tes nouvelles technologies. Moi, à Musiac, là où j'ai grandi, j'ai pas jamais fait la distinction entre rive droite, rive gauche de la rivière Saint-Éloi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai, bien envoyé. Je saigne du nez. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de maisons du futur et qui parlent même de maisons écologiques. Et quand tu les vois, c'est à la télé, c'est partout, c'est dans des émissions d'agents immobiliers et tout. Ça va être des maisons avec une piscine, mais aussi des maisons avec des fenêtres qui s'assombrissent quand il y a du soleil pour pas laisser rentrer les fenêtres, des maisons qui tournent pour être toujours face au soleil, des volets isolants ou des trucs comme ça. Quelle est la différence entre ta maison du futur et leur maison du futur ? Alors, attends, c'est des maisons, ce que tu décrivais, de promoteurs qui vendent des maisons du futur. Ouais, des trucs hyper high-tech, quoi. Enfin, tu vois des univers comme ça, quoi. En fait, c'est une maison qui... Je crois que la principale différence ici, il y en avait une, c'est qu'il y a la nature. En fait, tu habites un écosystème vivant. Et ça, tu l'as bien vu. En fait, il y a des champignons, il y a des bactéries, il y a des plantes, il y a des insectes, il y a tous les règnes du vivant. Et tu vis au milieu de cet écosystème-là. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. Et tu dépends aussi des éléments, du soleil, du vent, etc. Et ça, je trouve que c'est le principal... Le coût aussi. Et le coût, vous avez tout pas fait. Cher, ouais. Vous avez tout fait pour que ce soit... faisable, enfin, vous avez fait exprès que ce soit 26 mètres carrés parce que vous aviez plus d'espace, parce que Bagnolet vous a prêté un endroit où ça aurait pu être beaucoup plus grand. Boulogne, pardon. Où ça aurait pu être beaucoup plus grand. L'Ouest, c'est pas possible. Elle a toujours pas compris les quartiers, là. L'Ouest, c'est pas possible. Pourquoi pas le 15e, Bourgogne, bref. Mais en gros, vous avez fait le choix de faire un petit appartement pour que ce soit assez réaliste finalement en ville et aussi que ce soit accessible financièrement. Si je dis pas de bêtises, je dis pas que demain, avec 40 € et en 2-3 mouvements, vous pouvez reproduire exactement le même appart. Mais si c'était industrialisé, on va dire, si c'était répandu, si c'était dans une campagne d'urbanisme, ça serait accessible financièrement ? Ouais, carrément. Ça, c'est un de nos gros paramètres. Les paramètres qu'on compte pendant l'expérience, c'est l'accessibilité financière, l'empreinte écologique, l'impact sur la santé, l'impact sur la consommation d'eau, les ressources en général, et la désirabilité de ce mode de vie. Alors, l'impact sur la santé, parlons-en. En gros, vous testez, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais votre sang, parce que Caroline et toi, pendant plusieurs mois, vous allez manger que ce qui est issu de l'appartement ou des partenaires autour, on va en parler aussi. Vous testez l'air, vous testez, je suppose, les plantes, voir s'il n'y a pas trop de pipi de swan alcoolisé à l'intérieur. On teste swan en général aussi. Les nerfs de swan. Et en gros, l'air et tout, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit quand je faisais des stories qui disaient est-ce que ça sent pas trop le moisi ? Est-ce que y a pas de l'humidité partout et tout ? En réalité, pas du tout. Alors il y a une odeur de mousse dans la douche, mais j'étais venue pendant les travaux et il y avait une odeur infecte pendant les travaux et justement vous trouviez vous étiez en train de chercher des solutions pour que la douche soit saine et sente le bois agréable quoi. Et c'est trop agréable. Pareil, j'ai des copains, dont un copain à moi que j'aime profondément du fond du cœur, qui est un obsédé de ménage absolu, même s'il utilise maintenant des produits dits naturels et tout. Tu l'as laissé je lui ai rentrer ? montré mon caca et tout, il a cru s'évanouir. Mais en gros, j'ai tout montré. J'entends rigoler. Mais en gros, je lui ai montré, enfin voilà, il était aussi surpris du fait que ça sentait pas mauvais, que c'était pas dégueu, que c'était pas du tout insalubre. Au contraire, on a l'impression d'être dans un petit bois frais. Enfin voilà, donc vous testez tout, c'est ça. J'ai trop bien vendu ton truc. Combien tu le vends en fait ? C'est ça la meuf qui a rien compris. Ouais, on a plein de capteurs sur la santé, tu vois, on fait prise de sang au début et à la fin, on fait des tests d'effort, il y a un nutritionniste qui suit le truc, vraiment sur la santé, on a plein de trucs. Et puis pareil, sur l'accessibilité financière, du coup, on mesure tout ce qu'on dépense, combien chaque truc a coûté. En gros, l'idée, c'est qu'à la fin de l'expérience, on puisse faire un bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'on fasse des tutoriels pour que n'importe qui puisse les répliquer, et qu'on accélère plus vite vers 2040. En parlant de ce qui n'a pas marché, est-ce qu'on peut parler d'Albert? Albert, ouais. Je sais que ça s'est mal passé avec Albert. Ça n'est pas un homme bizarre qui est venu la nuit. Et quand il va vous expliquer tout de suite. Albert, en fait, c'est... ça me gêne d'en parler devant toi, parce que je sais que tu l'aimes pas, Albert, depuis. Je le déteste. Mais il faut vite dire que c'est pas un humain, parce que tout le monde est hyper inquiet, là. C'est un poney. Tu savais que c'était un poney ? Non. Ok. En fait, c'est un biodigesteur, donc c'est une espèce de système digestif
Je dis que c'est un C'est poney une grosse parce que machine, un gros sac ouais, un espèce de gros ballon comme ça qui est à en l'extérieur plastique. de l'appartement. Ouais, qui est en bas. On l'a rempli avec de l'eau et il fallait Deux mettre étages plus bas. soit du crottin de cheval, soit de la bouse de vache pour mettre les bonnes bactéries intérieures, qui ensuite allaient digérer les déchets organiques et faire du gaz et de l'engrais. Et donc, on n'a pas trouvé à Boulogne-Billancourt de bouse de vache, mais il y a un poney club au bout de la rue. Et du coup, on a rempli le truc avec du crottin de poney. Et du coup, moi, je voulais l'appeler le poney, Caro voulait l'appeler Albert, mais j'ai un cousin qui s'appelle Albert, du coup, ça me gênait. Et finalement, on l'a appelé Albert le poney. Compromis. Et bref, tous les jours, il faut nourrir Albert. Et il y a une boulangerie qui nous donne ses invendus de pain. Et du coup, Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Vous avez laissé tomber le crottin de cheval ouais, et vous avez dit à la place on va mettre du pain rassis. Comment c'est possible? Non, tu mets d'abord du crottin de cheval ou de poney. Ah, vous avez mis du crottin de cheval poney, au c'est début. pour ça que ça sent si mauvais. Il sent pas mauvais. La je crois qu'il y a odeur que je n'ai jamais sentie de ma vie. Et j'y allais la nuit. Non, mais elle a un truc contre Albert parce que... Je vous explique juste et après tu me donnes ta version des faits. C'est un truc qui fait du gaz avec un peu d'eau, théoriquement. Un peu d'eau, un peu d'urine et un peu de pain rassis. Ça marchait très bien avant qu'elle arrive. Ils me le vendent comme ça. Ils me disent un peu d'eau, un peu d'urine et un croissant que tu émiettes à l'intérieur. Ravi! Je fris, mais j'ai pas besoin de poutine et du gaz russe, blablabla. Genre, je fais les stories et mon gaz, là, là, là. Et donc, j'y vais le premier jour avec mon seau d'urine, je m'en mets partout en descendant, bref. Je me dis, bon, je l'ai bu, donc c'est pas pire. Donc, c'était vraiment ma vie. Donc, je le verse dans le machin et je mets des quignons de pain. Et je vais comme ça. J'essaye d'allumer le gaz pour me faire des œufs. Vous m'aviez dit c'est un peu long. Vous m'avez dit des œufs au plat, c'est 1 heure. Bon, faut avoir une petite déterre, tu vois. Bref. Et je me dis super, je soutiens pas la guerre contre l'Ukraine. Enfin, tu sais, je suis très seule. Et bon. Et en fait, ça marche pas. Et donc, je me suis retrouvée tous les soirs, parce que t'es obligé de vider son urine, si tu veux. Ils ont trouvé une bonne stratégie pour pas que tu utilises trop d'eau, c'est que ça va pas dans les évacuations normales. Ça va dans un seau que tu dois sortir. Donc, bien sûr que j'ai utilisé que 16 litres d'eau par jour, malheureux. Hyper astucieux. Même si j'ai essayé d'en remettre un peu au système électrique. Bon. Donc j'y vais. Et genre, à la fin, j'y allais tous les jours, ça marche pas, ça fait pas de gaz, ça m'énerve. À la fin, j'y suis allée avec un énorme sac de pain rassis. Donc attention, on n'est pas en train de gâcher du pain, vous récupérez ça des invendus. Ça aurait été jeté de toute façon. J'y vais avec une scie, ma gueule. Avec une scie. J'ai fouillé comme ça, avec une frontale, comme ça. Dans la nuit, au milieu du putain d'atelier, j'ai trouvé une scie. J'en ai pris une plus grosse au cas où la première, elle marchait pas. Je sors, il pleut. Il pleut, je suis comme ça. Je transpire. Je scie mon pain rassis. Je me fais dévorer par les moustiques, la biodiversité de mon cul. Je suis là... Je scie les trucs et tout, je mets comme ça, je mélange avec mon urine, mon compost, je suis là, c'est la pire odeur de ma vie, ça sent le vomi. C'est un enfer, je mets tout, je me bats les moustiques et tout, et ça n'a pas fait de gaz. Non mais... J'aimerais bien avoir la version d'Albert, moi. Mais Albert, il me regardait comme ça. Je pense que c'est différent. Non, par contre, là où tu t'es bien entendu, c'est quand même avec les larves. Les larves. Parlons-en. Mais en fait, alors, tu me le dis d'un air complice, genre Swan. Non, parce que je suis trop content, parce que ce matin, je fais un petit état des lieux, parce que non, c'était quand hier, quand t'es parti. Du coup, je suis arrivé, j'ai regardé un peu, et un des premiers trucs, c'est les larves, parce qu'en fait, si elles s'en occupaient mal, ça pouvait être vraiment la catastrophe. Et les larves, je les avais jamais vues aussi épanouies. Franchement, je sais pas ce que tu leur as fait, mais j'ai hésité à te les rapporter. Il y a je crois qu'on appelle ça une symbiose en biologie. Non, mais en fait, les larves et moi, c'était une symbiose. Donc, pour vous expliquer, c'est absolument incroyable. Ça s'appelle, c'est comment les mouches qui font ces larves ? Soldats noirs. Des mouches soldats noirs qui font ces larves. Et donc, ce sont des larves qui désagrègent
le compost, donc tout ce qui est morceaux de légumes, et des résidus de légumes, et donc les sels. Et ça le décompose en 1 heure. Bon, j'ai une petite passion toilette sèche depuis longtemps. Mais là, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça fait hyper longtemps que j'ai pécho personne, que j'ai regardé dans les yeux et tout, mais cette semaine, pendant des heures, je regardais des gens qui mangeaient ma merde, littéralement. Je sais pas si vous vous projetez dans le futur, mais ça ressemble à ça, le futur, voilà. Pas de vie sexuelle, mais une symbiose avec les larmes, voilà. Les larmes, j'ai dit. Les larmes aussi. Donc, non, mais c'est absolument incroyable. Donc, ce qui est fascinant, c'est que vous avez fait tout pour que l'appartement soit hyper agréable. C'est tellement bien isolé pour pas qu'il fasse froid que quand tu vas aux toilettes, alors que c'est à 1,5 m de tout, en fait, t'es dans un tout petit appart de 26 mètres carrés, on n'entend rien. Tu peux faire des petits proutes allègrement avec personne sauf Louane qui est là. C'est de la merde ton appart. Voilà, qui écoute. Je rigole, elle a aimé, mais elle a pleuré pour les larves. Bref, et donc c'est absolument fascinant. Il n'y a pas d'odeur parce que vous avez fait une aération. Donc il y a vraiment moins d'odeur que dans les toilettes classiques. C'est fascinant et elle désagrège ça, elle transforme ça en petits copeaux de bois, etc. Et vu que j'ai une alimentation extrêmement équilibrée, elles ont adoré. Voilà. Ça a créé un. Je me suis un peu trop enflammée. Mais d'ailleurs, non, mais j'ai vu. En fait, tu te souviens la première fois où tu es venu à l'appart? Ouais. Il y a quelques mois. Ben, il me montre... Attendez, mais qui fait ça en fait? Je lui ai montré le contenu des toilettes. Non, il m'a pas montré le contenu des toilettes. Si, attends, non. pose ton micro. Il me fait regarde, Swan, il y a des larves. Non. Je dis les petites larves, qu'est-ce que je fais? Je mets ma main dedans. Déjà, il y avait un truc. Il me dit, c'est ma merde. Je dis, elles ont l'air en pleine forme. Où est-ce que je vais me laver les mains? J'ai pas le droit d'utiliser d'eau? Bah super, allez, hop. Bah je vais boire mon urine plutôt, bon. C'est comme si tu me montrais tes toilettes et que je foutais la main dans la chasse d'eau, tu vois. C'est de la matière sèche. Enfin, c'est... Même quand le caca est mou, je sais pas si vous vous rendez compte de ce... Mais Swan, c'est de l'eau. Incroyable. Bon, en tout cas, t'as fait... C'est ma merde, là. J'ai fait... Yes. C'est pas ça qu'on devait manger à la base pour les protéines? Ok, d'accord. Bon, c'est absolument incroyable. En quoi c'est une révolution, ces petites larves, en vrai? Du coup, c'est un type de mouche qu'on peut trouver aussi à l'état sauvage en été, qui s'appelle la mouche soldat noire. Et quand elle pond des œufs, elle fait des bébés larves. Vous connaissez un peu le cycle des insectes? Non. Une mouche, avant, c'est une larve. Et avant, c'est un œuf. Tu nous prends pour qui, en fait? Tout le monde rigole, là. Hein. Vraiment, personne n'a envie de... Non, c'est vrai, vous saviez? Non. Je sais pas, oui, ça devient un petit cocon et une larve et... Non, une larve, un petit cocon, des ailes? Non. Ah tu vois. Je connais pas du tout le cycle. La mouche pond. Donc, tu as besoin d'une volière où tu as la mouche qui pond des œufs et ensuite, il y a des petites larves qui naissent et c'est ça qu'on met dans les toilettes et dans les déchets organiques. La larve grandit et ensuite elle a envie de se transformer en mouche et du coup tu la récupères à ce moment-là. Tu peux la donner. J'ai pas envie de savoir comment tu vois à ce moment-là. Tu fais caca, elle te fait. Non, il se passe des semaines. Là, tu vois celle que t'as. Ouais. Elles sont prêtes. Je sais pas comment on dit. Celles que j'ai nourries. Tu te sens un peu maman. Avec amour. Elles sont prêtes. Elles seront bientôt prêtes à se transformer en mouche. Donc il y a une partie qu'on va donner à des poules pour les manger. Je suis hyper émue. Et ça va repartir dans un cycle. On te filera des œufs si tu veux. Et une autre partie... Les bébés que j'ai nourris. Les fœtus qui sont devenus grands. Et il y a une autre partie qu'on va donner à Thomas et Solène. C'est 2 personnes que Emma a trouvées à Boulogne pour élever des mouches pendant l'expérience. Et donc, eux, ils récupèrent peut-être 10% des larves. Ils les laissent se transformer en mouches pour que ça ponde et qu'ensuite, on récupère des larves pour une prochaine génération. Non, mais ça, c'est incroyable. Mais les gens, ils vont se dire, OK, trop cool. Pourquoi on n'a pas les toilettes avec des chasses d'eau? C'est plutôt ça, ma question. T'économises de l'eau. Tu crées 2 ressources. Aujourd'hui, on fait caca dans de l'eau potable? C'est vrai ou c'est pas vrai? En plus, ouais. Tu crées 2 ressources parce que tu as les larves qui servent de nourriture à des poules, et pour notre élevage de grillons. Et ça te crée un compost avec lequel tu peux faire pousser des plantes, tu peux aussi faire pousser des champignons, tu peux faire d'autres trucs avec ce compost-là. Donc, en plus, ça te Et on arrête de gaspiller de l'eau douce. Mais oui, ça te divise par 5. Donc tout est vertueux, en fait. Tu vois, quand t'étais pas... Et en plus, ça prend pas de place, ouais. Quand t'étais dans l'appart, moi, du coup, j'étais chez mes parents quelques jours et j'ai utilisé des toilettes normales. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. Mais moi aussi. De me dire... Tu sais, en plus, c'est des toilettes à tourbillon. Je sais pas si tu as déjà vu des toilettes à tourbillon, mais l'eau monte petit à petit quand tu tires la chasse. Et après, la matière part comme ça. Et t'as envie de faire « Reviens !» Non, mais c'est ça. Non, ça m'a fait un coup, tu vois. C'est son dernier voyage. T'avais failli prendre un Tupperware, quoi. C'est pas comme les... Vous avez quoi?
Prendre un petit Tupperware pour les ramener. Eh non, c'était trop tard, j'avais appuyé sur le truc et c'est l'autre, tu vois. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je vous propose, pour enchaîner sur les prochains sujets, car on pourrait parler de toutes tes inventions pendant des millions d'années, qu'on fasse un petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! On lance le petit jeu, c'est parti! Ce jeu s'appelle Qui c'est qui a dit? Je vous dis des citations et vous devez deviner qui c'est qui a dit quoi, ok? Qui a dit les champignons, c'est la vie? Réponse 1, Cyril Lignac. Qui a même ajouté avec un suprême de volaille, c'est excellent. Désolée pour l'accent, je m'excuse auprès de toute ma communauté. 2, qui a dit les champignons c'est la vie? Magileco, un peu trop passionné par son travail. 3, Caroline Pulse, ta partenaire d'aventure et de fabrication de maisons bizarres. Quelle est la réponse? Quelqu'un a dit 2, beaucoup trop fort. On sent que la mycose est encore présente. 2 et on trouve pas ce que c'est. Peut-être des pleurantes. La réponse c'est Caroline Pulse, cette incroyable femme qui aurait pu être là aujourd'hui, mais bizarrement elle avait pas envie de se prendre le portrait dans la gueule. Qui est la binôme de cette dernière création d'aventure et avec qui tu as vécu dans le désert aussi. Donc Caroline, elle est passionnée par les champignons. Très brièvement, à quoi ça peut servir les champignons? Des choses qu'on connaît. Enfin, à quoi ça peut servir les champignons? Et nous, on ne sait pas. Nous, le peuple. Ok. En fait, tu peux faire là ce que Caro faisait avant de venir sur Nomades des mers, notre bateau laboratoire avec lequel on a fait le tour du monde. C'était des matériaux à base de champignons. Donc en fait, par exemple, est-ce que tu sais déjà le cycle du champignon? J'ai l'impression de faire une interro de SVT. Là, parce que le cycle des larves, tu as l'air de maîtriser, mais champignons, oui, en fait, sûr. Le champignon que tu manges, c'est juste la fructification d'un réseau de mycélium qui est invisible. Bien sûr, le mycélium, le mycélium, c'est la partie souterraine, c'est comme les racines un peu, ou même c'est comme le pommier, et la pomme, ce serait le pleurote, tu vois. Ok. Et bref, le mycélium, tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux filtrer de l'eau, tu peux enlever des polluants dans le sol et tu peux faire des matériaux. Si tu mets par exemple du mycélium et de la paille dans un moule qui fait la forme de ton siège, et tu le laisses se développer. Après, tu démoules le truc, tu le déshydrates et hop, t'as un fauteuil en mycélium de champignon. Et elle faisait ça, Caro. Et par exemple, ça peut remplacer le plastique pour plein de trucs. Et ouais, tu peux faire des isolants, parce que c'est hyper bien isolant. Tu peux faire des packaging, tu peux faire des trucs. Ah, j'ai cru que tu disais des paquets de chips. Mais je suis hyper pas zéro déchet, ça. Le mec qui dit tu peux faire des brosses à dents que tu jettes. Incroyable, c'est de la matière solide, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est ça. Et il y a il y a plusieurs objets, en tout cas, dans l'appartement, qui sont faits en mycélium et tu t'en rends pas compte, c'est hyper agréable. Le petit paillasson de sortie de douche, si je ne m'abuse. Exact. J'espère que c'était fait en champignons, sinon c'est très inquiétant, la couleur de ce truc. Un abat-jour. Au-dessus des toilettes. Et puis, tu as des espèces de plaques aussi d'isolants. Vous pouvez faire des boîtes aussi, enfin, plein de trucs. Ça, c'est incroyable. Encore une fois, on pourrait se dire, on peut faire du plastique. Mais je rappelle que le plastique, c'est du dérivé de pétrole et qu'on ne pourra plus en faire dans quelques années. C'était la minute sensibilisation. Exactement. Citation numéro 2. Qui a dit « J'adore la Bretagne et je pense que ce sera toute ma vie un point d'ancrage ». 1. Tous les Bretons. Ils sont partout. Ils ont les drapeaux. 2. Corentin. 3. Nolwenn Leroy. À la fin de sa chanson Cassé. Oh, j'adore la Bretagne et je pense que ce sera toute ma vie un point d'ancrage. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. Quelle est la bonne réponse? C'est Corentin. Contre toute attente. Qu'est-ce que tu aimes en Bretagne, Corentin? Ça me fait marrer. Ça passe un peu le coq à l'âne, cette interview, j'avoue que...
Enfin, de la larve à... Bref. L'organisation de jeu selon Swan. D'ailleurs, c'est pendant la première partie où j'ai pas le droit de parler, j'avais l'impression que tu me disais vas-y, on va faire un baby-foot, mais t'as pas le droit de toucher les... Et oui, c'est créer la frustration, j'adore. Ouais, les règles du jeu selon Swan, c'est marrant. C'est bien qu'ils n'aient pas confié les JO. Et allez, dans la gueule. La Bretagne, moi j'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance en Bretagne, je trouve. Et t'as... Non, je sais pas. Tu vois, là, on se croirait un peu en Bretagne. Enfin, il fait quand même plus jour. La Bretagne, c'est ton point d'ancrage parce que tu as vécu notamment sur le Nomade des Mers pendant 6 ans. Tu as vécu sur un catamaran, si je dis pas de bêtises, que j'ai eu l'honneur de visiter. C'est là qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans. Il faisait l'élevage de mouches et tout dans le bateau. Hein. Vraiment un délire. Et moi, je trouvais ça cool, mais je savais pas que j'allais tomber amoureuse plus tard. Bref. Et en gros, tu reviens tout le temps en Bretagne. Oui, pardon. Quand tu as fait le tour avec le Nomade des Mers, tu as découvert plein de low-tech dans le monde entier. Donc, tu es allé dans des pays très, très, très développés où, par exemple, ils faisaient plein de systèmes hydroponiques sur les toits des immeubles parce que c'était dans des villes très denses où il n'y avait pas de la place pour cultiver des choses. T'es allé dans des pays où ils réutilisent plein de vélos pour faire des moteurs et tout. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage ? Ouais, carrément. Bah en fait, ça a duré. J'ai habité sur ce bateau pendant 7 ans. On est parti en 2016. Donc j'ai créé une asso qui s'appelle le Low-Tech Lab. Là, il y a plusieurs Low-Tech Labs depuis qui se sont créés. D'ailleurs, il y en a un à Paris. Et en fait, l'idée de base, c'était de trouver des innovations low-tech un peu partout autour du monde, de les documenter et de faire connaître ces savoir-faire. Donc ceux qui marchent, pas comme ceux que tu disais au début, diffuser les mauvaises idées. Non, ça n'a jamais été une idée, ça. Mais tu peux créer ton asso si tu veux. Non, là, l'idée, c'était plutôt de diffuser les trucs qui marchent, justement, parce qu'il y en a marre que tout le monde essaye des trucs qui marchent pas dans son coin, alors que les bonnes idées devraient être plus facilement, plus communiquées. Et bref, on s'est rendu compte que ce qu'il fallait pour bien documenter des idées, c'était aller voir sur place ceux qui les inventaient. Et donc, on a décidé de partir avec tout un équipage sur un bateau laboratoire pendant 3 ans, mais en fait, ça a duré 6. On s'est arrêté dans 25 pays et on a rencontré des dizaines et des dizaines de gens qui inventent des low-tech, donc dans tout, dans l'accès à l'eau, l'énergie, la nourriture, le recyclage des déchets, etc. Et à chaque fois, on documentait sous forme de tutoriel qu'on mettait sur une espèce de Wikipédia des low-tech qui existe pour que n'importe qui puisse les répliquer. Et ça marche pas mal parce que il y a plus d'1,5 million de personnes par an qui consultent cette base et ils sont issus de 10 000 villes différentes dans le monde. Wow. Et donc ça commence à aider à se diffuser tout ça. Wow. Et donc c'est cool. Incroyable. Oui. C'est incroyable. Et donc il y a des plans, il y a des vidéos tutos, il y a des photos des différentes étapes, etc. Il y a certains trucs où il faut être un peu bricoleur quand même. Ouais, carrément. Faire de l'électricité. Il y a différents niveaux. C'est comme sur Marmiton, mais version techno. Ouais, quoi. Mais version dangereuse. Enfin, disons-les. Tu vois. Mais en voilà, fait, c'est incroyable. Allez jeter un œil, le Low-Tech Lab. Et après, on va en parler de tout ce qu'ils continuent à faire. Le Low-Tech Lab, tu es encore très ami avec eux, mais toi, tu fais tes expériences de biosphère. Pour moi, la suite logique de ça, c'était de voir, en fait, c'est arrivé cette idée au bout de quelques années de tour du monde, de voir comment combiner des innovations comme ça, justement, pour réinventer notre manière d'habiter sur la planète. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire des biosphères. À faire des biosphères, un peu partout. Des biosphères, donc des façons de vivre en symbiose avec la nature. Et voilà. Alors, juste dernière question sur... j'aimerais bien parler de ça sur l'appart, et après, on passe à autre chose, parce que je voudrais savoir comment on peut faire ça dans toutes les villes et dans le monde entier, en toute modestie. Mais dernière chose, ce qui est très très impressionnant dans l'appartement dans lequel j'ai vécu, et malheureusement j'ai pas eu le temps d'expérimenter ça parce que j'y étais qu'une semaine. Au début, vous vouliez faire carrément un immeuble, et moi je voulais vivre dedans pendant 6 mois. Et apparemment, c'était plutôt galère à faire. Mais en gros, ce qui est fou dans l'appart, c'est que vous avez plein de partenaires autour de l'appartement. Donc le but, c'était de montrer comment, si par exemple, on consacre 4 heures par semaine à aider un agriculteur en faisant du woofing, on peut avoir aussi des légumes. Comment on se fait copain avec un boulanger qui vient nourrir le putain de biodigesteur, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça vite fait ? Et pourquoi c'est quand même super écolo de faire ça en ville, même si c'est pas vous qui faites pousser tous vos légumes ? Ouais, en fait, l'idée, c'est pas d'être en autarcie dans un appart.
Comme on est dans un endroit où il y a une grosse densité de population, l'idée c'est de voir comment est-ce que on peut tisser un réseau pour qu'avec d'autres gens, on se divise les tâches. Quand on était dans le désert avec Caro, il fallait tout faire par nous-mêmes, parce que là, pour le coup, on était en autarcie, tu vois, il fallait savoir cloner les champignons, assurer la reproduction des grillons, etc. Et là, on s'est dit, on va créer des spécialistes un peu de tout, créer des filières. Et donc, c'est Emma dans l'équipe qui a monté ça. Elle a trouvé, tu vois, c'est improbable de trouver des éleveurs de mouches, par exemple, elle n'a pas trouvé des éleveurs de mouches, elle a réussi à convaincre des gens assez fous. Ouais. Non, mais on est d'accord. Ouais. Vous n'étiez pas là, éleveur de mouches à Boulogne-Billancourt, si, le premier jour, elle a fait ça. Mais t'as pas trouvé, il y avait marqué 0 résultat. Ouais, c'était le premier jour, ça. Et après, c'était des mois à essayer de convaincre des gens et les former aussi. Vous dites, mais ta main, regarde. Du coup, on a des myciculteurs pour la culture de champignons. On a des éleveurs de grillons à Boulogne-Billancourt, maintenant. On a mais donc ça, c'est des gens comme des pépiniéristes. Non, pas comme toi. Allez, ciao. Allez, reviens, Swan. Non, franchement, après coup, on t'aurait pas confié Albert, mais d'autres, peut-être. Et donc, oui, non, mais en gros, c'est des gens qui ont un travail classique. C'est pas forcément des ingénieurs, c'est pas forcément des biologistes. C'est des gens qui ont voulu participer à l'expérience. Ouais. Carrément. Et ils y connaissaient rien, la plupart, dans le domaine qu'on leur a demandé de faire. Donc ils s'y sont mis, ils ont joué le jeu. Il y en a forcément qui ont laissé des grillons s'échapper. Non, franchement, ça se place plutôt pas mal. Tu vois, sur les grillons, c'est Sandra et sa famille avant. Ah, j'ai quelque chose à te dire. En fait, alors, tu sais, un soir, tu m'as dit, il faut plus trop allumer la lumière des plantes. Du coup, il y avait plus du tout de lumière. Ouais. Et j'avais mis ma frontale et je vais me balader dans l'appartement et j'ai vu un grillon. Il est dans l'appartement. Quelle je taille? pense qu'il est mort. Dodu. Non, il n'était pas mort. Ah, mort, il avait l'air rassuré. Ah, mort. Non, mais bon, il y a un peu de vie, quoi, qui s'échappe. Ok. Oui, non, c'est vrai qu'on a eu quelques petits ratés au début quand on se transvasait les grillons. Ok. Mais en fait, je trouve que ça rajoute un peu à l'ambiance, parce que du coup, il y a vraiment... En fait, comme on a isolé l'appart, c'est comme ils font pareil pour les studios de musique, c'est isolé par l'intérieur, comme merveilleux. Ça, avec de la laine de chanvre, nous, dans notre cas. Et du coup, t'as un espèce de son un peu étouffé. T'as vu, c'est spécial. T'as le bruit de l'eau, t'as le bruit des grillons, et en fait, du coup, là, t'es en stéréo. Enfin, même plus que ça. C'est comme un home cinéma version grillon. C'est impressionnant, ouais. Ça vient de partout. Ouais. Et un grillon, on dit ça stridule. Tu connais le cycle de... et en fait, ça stridule. Donc c'est les mâles qui essayent d'attirer les femelles et ils stridulent H24. C'est vrai, ils stridulent non-stop. Je parle des mâles grillons, bien sûr. Ça fait longtemps que je me suis pas fait striduler. Bref, alors... Nous allons, pour cette petite transition, pour finir sur tes aventures d'aventurier... Elle n'est pas écrite, cette transition. Nous allons enchaîner avec un petit jeu. Et après le petit jeu, nous parlerons de comment on change le monde avec des grillons et des larves. C'est parti pour le petit jeu. Grâce au travail de Corentin de Châtel-Perron, de Caroline Pulse et de tous les membres du Low-Tech Lab et de la Biosphère Experience, j'ai découvert plein de low-tech. Dans ce jeu, vous devez trouver si cette low-tech existe ou si c'est une invention de mon esprit malade. Vous devez me répondre avec le numéro de réponse. Vous êtes prêts? Oui. La Bretonne a sorti le chouchen. Laquelle de ces phrases est fausse? On peut cuire des aliments. 1. Dans une sorte de doudoune pour casserole, avec des petites mitaines de casserole et un petit bonnet casserolesque. Éventuellement, si on a peur qu'elle ait trop froid. 2. En mettant les aliments au soleil à midi, sans casquette ni crème solaire. Autant dire mon pire cauchemar sur la plage en été. 3. En enterrant les aliments avec des pierres chaudes. Ambiance spa pour courgettes. 4. Dans un four normal. Electrolux, suffit juste de préchauffer. 10 minutes, thermostat 7, c'est impec. Non mais, faut retrouver un peu de santé mentale là les gars. Alors...
Tu veux répondre? Il y avait bien 4 trucs, hein. Ouais. Je ne vois pas les high-tech. Je ne vois pas. Mon regard. Ça n'existe pas autour de moi. Il y a tes lèvres qui bougeaient, mais ça n'était plus. Un four thermostat. T'abuses. La phrase qui est fausse, c'est... Enfin, l'invention qui est fausse, c'est le spa pour courgettes. Je n'ai jamais entendu parler de cuire des aliments en les enterrant avec des pierres chaudes, ambiance spa pour courgettes. Ça se fait carrément pour le pain marocain. Oh, on me contredit dans le public? Vas-y, alors oui, c'est possible. Si, ça se fait carrément, ouais. Ah ouais? Où? Mais qui? Mais je crois qu'au Maroc ou en Tunisie, ils cuisent des galettes de pain comme ça en utilisant l'inertie des... Hein? La Marocaine est en colère. J'avais tort. J'ai été très mal renseignée. Je vais virer mon journaliste. Pas du tout, j'ai tellement besoin de lui. Alors, je rigole, je retire. Mais tu sais, pendant que j'essayais de faire cuire des trucs, parce que j'ai vraiment pas beaucoup réussi chez toi, à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux cuire à 200 degrés pendant 10 minutes ou à 40 degrés pendant 2 jours et demi? Voilà, je me suis vraiment posé cette question. Prochaine question. Alors, 40 degrés, ça cuit pas, il faut que ça atteigne 100 degrés, après que ça adnigne. Après, je parle de la... C'est bien, ouais. Pardon. Non, mais veux-tu nous parler de la doudoune pour casserole? Bien sûr, j'ai mis des mots rigolos pour vous inciter à vous tromper. Mais c'est quoi la doudoune pour casserole? La marmite norvégienne. La marmite norvégienne. Ah, en fait... Oh, ça va? Vous vous êtes fait avoir comme des bleus. Avec une école, on a inventé ce qu'on appelle la cocotte du futur, que tu as utilisé. Ouais. Mal au début, et puis finalement, tu t'es... Ouais. En fait, le principe, c'est que c'est une cocotte minute qui est chauffée par des résistances chauffantes qui sont reliées aux panneaux solaires. C'est une cocotte bouilloire, genre. Ouais. Ça ressemble à la bouilloire en dessous. Tu veux pas que je m'occupe des explications techniques? Si tu veux, tu complètes. Et donc, c'est hyper bien isolé. C'est ça le côté marmite norvégienne. C'est tellement isolé que ça perd pas de chaleur. Et donc, tu mets tes ingrédients dedans, tu fermes. Il y a même, t'as vu, une espèce de couvercle isolé. T'as l'impression d'être dans un grand restaurant. T'as vu le design? C'est incroyable, ouais, c'est super. Trop stylé. Et du coup, tu lances le système. Tu lui dis combien de temps tu veux que ça cuise, dans combien de temps tu veux que ça démarre. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de soleil, par exemple, tu peux lui dire de démarrer dans 2 heures. Il y a des boutons. Faut pas me dire ça, parce que moi, je vais dire 20 minutes pour que ce soit croustillant. Un petit système électrique. Avant qu'elle arrive, on a fait un mode de ploie hyper détaillé pour être sûr qu'elle comprenne tout. Parce que ce genre de truc, mine de rien, elle aurait passé 2 jours à parler à la cocotte. Qui? Moi. Toi? Bah ouais. Écoutez. Si on n'avait pas spécifié. Écoutez. Et bref, du coup, ça cuit de manière plus lente, mais c'est aussi bon nutritivement que ça cuise, tu vois, pas trop chaud. C'est de la vapeur douce. La comme ça garde toutes les vitamines des trucs. Ouais, c'est ça. Ah ouais, trop bien. Bon. Hyper chiant, mais trop bien. Laquelle de cette phrase est vraie? On peut créer de l'énergie. 1. En dansant. 2. En bougeant les poignets, comme ça, par exemple. Une rumeur dit que ça a été expérimenté sur des adolescents en pleine puberté. Et d'après les calculs, l'énergie fournie a permis de rendre la ville de Dijon autonome en moins de 1 semaine. 3. En faisant du sport. Je vous ai piégé. Les 3 sont possibles. Est-ce que tu veux développer? Tout le monde a peur de moi, c'est terrible, c'est pour ça que je pécho pas. Alors, il existe à Rotterdam des boîtes de nuit qui récupèrent l'énergie des pas de danse pour en faire de l'électricité. Bouger les poignets crée de l'énergie, parce que notre corps est un fournisseur d'énergie, sauf celui de Macron, qui, à chaque fois qu'il agit, nous prend l'entièreté de notre énergie vitale et de notre espoir en le futur. On l'embrasse très très fort. Et les... Corentin, est-ce que tu peux développer les salles de sport? Ouais. En fait, on est en train de créer le Johnny Fitness Club. C'est Johnny Fitness Club? Ouais, Johnny, c'est tu l'as rencontré? Un chanteur? Non, c'est. Ah oui, pardon.
un vieil... Je suis sûr qu'il ne connaît pas Johnny. Hein. Un vieil ami qui a 80 ans. Johnny ? Si, justement. Et... Et en fait, il est venu là pendant 2 mois pour créer le Johnny Fitness Club. C'est un fitness club avec que des machines qui sont utiles. Donc, il y a par exemple un rameur qui pétrit du pain. Il y a un pédalier qui produit de l'électricité. Il y a un autre rameur qui fait machine à laver. Il y a quoi ? Il y a un pédalier qui broie des cacahuètes ou d'autres trucs comme ça. Et bref, c'est que des machines de sport utiles. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand tu te dépenses, que ton énergie sert à quelque chose. Qu'est-ce qui t'énerve dans les salles de sport d'aujourd'hui ? En fait, toutes ces machines-là, non seulement tu n'utilises pas cette énergie, mais en plus, ça utilise de l'énergie, ce truc-là. Donc c'est fou, il y a des endroits où il y a 50 personnes qui se dépensent à fond, et toi tu te dis, ça pourrait créer de l'électricité. Mais ouais, et en fait, on en utilise. Tous les mecs bodybuildés et tout ça, t'imagines s'ils faisaient la lessive pour leurs voisins ? Ils auraient, en plus d'être bodybuildés, la récompense de leurs voisins qui leur dirait merci pour mes fringues, tu vois ? C'est incroyable. Ce serait dingue. Franchement, c'est pas la meilleure idée du monde, genre. Mais ouais. Je voudrais juste revenir sur l'une des nombreuses choses que fait le Low Tech Lab donc à Concarneau. Vous avez mis en lien 12 entreprises ou brasseries, restaurants, hôpitaux. Vous les avez fait communiquer et vous avez essayé d'insérer des low-tech dans leur fonctionnement. Donc, par exemple, il y a un hôpital qui a participé à cette expérience. Vous avez essayé de mettre des déplacements à vélo au sein de cet hôpital, je suppose pour des déchets ou je sais pas. Il y a une brasserie où vous avez essayé de mettre, si je ne m'abuse, des panneaux thermiques pour chauffer l'eau à disposition. Et en gros, vous avez essayé d'insérer les low-tech à l'échelle d'un quartier et donc d'une ville. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, c'est Quentin et Julie qui géraient ce projet-là depuis Concarneau, donc je suis pas vraiment spécialisé sur ce sujet-là, mais il y aura bientôt tout un rapport, etc., pour ceux que ça intéresse de creuser. Mais en gros, l'idée, c'est de voir comment est-ce que tu crées, grâce au low-tech, une économie circulaire, comment est-ce que les déchets de l'un peuvent servir de ressources à l'autre, comment est-ce que tu peux créer des synergies entre différentes entreprises ou organisations d'un territoire. Et ça, ouais, c'est ce à quoi il faudrait arriver d'ici quelques années pour gagner énormément en efficacité, parce que là, chacun, en bossant dans son coin, en général, utilise des ressources, crée des déchets, et en fait, chacun de son côté, quand tu fais ça sans réfléchir globalement, en fait, tu as beaucoup plus de pertes que si tu crées vraiment comme un écosystème où tout le monde se met à réfléchir ensemble et tout le monde trouve des solutions, des synergies. Donc, en gros, le but autour de, par exemple, les biosphères que Caroline et toi êtes en train de fabriquer, etc., c'est pas de dire « Ah, regardez, vous pouvez fabriquer votre petit thermos isolé ». C'est plus tard de donner des rapports, que plusieurs institutions s'en emparent et que ça soit à l'échelle de l'urbanisme quelque chose qui est mis en place. Ouais, il faut vraiment jouer à toutes les échelles, sur toutes les échelles. Et il y a des trucs que tu peux faire chez toi, changer ton mode de vie pour toi. Mais il y a aussi des trucs à l'échelle de ton immeuble, de ton quartier, de la ville, du pays et du monde entier. Et donc, il faut vraiment agir sur tous les niveaux. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Pourquoi le 15e, cet arrondissement que j'aime tant, ne se lance pas là-dedans ? Qu'est-ce qui bloque ? Pour moi, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il manque vraiment le rêve d'un avenir tu vois, qui match avec les conditions planétaires, etc. C'est comme si tu arrivais dans une baraque, tu vois, un peu dégradée, un peu pourrie, et que, je sais pas, tu vivais dedans sans... Enfin, je sais pas si c'est une super image, mais... Bon, elle est pas pourrie, la planète, mais je veux dire, le premier truc que tu vas faire si tu veux améliorer les conditions de vie, ça va être de faire des plans et tu vas rêver de comment pourrait être la maison plus tard, tu vois, comment l'aménager, tiens, on pourrait avoir vu sur tel machin. Et surtout, quand tu vois le potentiel qu'a le lieu et le potentiel de la maison, etc., je sais pas, c'est naturellement le premier truc que tu vas faire. Et je trouve qu'à l'échelle mondiale, on n'a pas cette démarche de se dire, OK, vers quel monde on aimerait bien aller, qu'est-ce qui nous fait rêver, et comment ensuite, comment est-ce qu'on y va ? Incroyable, t'es vraiment... un petit cœur. Je voudrais te lire un truc. C'est gratos, c'est comme ça. J'ai pas dit ça à François Ruffin juste avant, je l'ai traité de gros ringard. Non, mais parce que je voudrais te lire, parce que moi, j'ai beaucoup de pessimistes ici quand même, et toi, tu es dans la lune, mais c'est super.
Je vais te lire un truc de Philippe Biwix, que tu connais sûrement. Donc Philippe Biwix, pour celles et ceux qui le connaissent pas, c'est un copain, peut-être c'était un copain, mais de Jean Covici. Et en gros, c'est un économiste qui dit arrêtez, c'est la merde. Il le dit avec cette voix. Donc Philippe Biwix, je te lis ce qu'il raconte. Donc lui, il a écrit un livre que tu connais sûrement, qui s'appelle L'âge des low-tech, qui est très technique, mais très intéressant. Je crois que je me suis endormie au premier tiers, mais très intéressant. L'État, donc on rappelle que les low-tech, bricoler, penser des systèmes comme ça, bien sûr, aujourd'hui, c'est des prototypes, donc ça demande plein de gens, beaucoup d'énergie et d'argent et de temps, mais à long terme, ça coûte pas cher de le faire. Ok ? Lui, il dit, l'État se rend compte qu'il n'a pas très envie que ça entame son PIB, en parlant des low-tech. Et certains acteurs n'ont pas plus envie de faire bouger leur business model. Au XXe siècle, on n'a pas arrêté de nous expliquer que la technologie allait faire notre bonheur. Finalement, c'est toujours pour après-demain. Dès les années 1960, des rapports sérieux parlaient de bases lunaires, de voitures volantes, d'énergie gratuite grâce à la fusion nucléaire. Ce sont les mêmes vieilles lunes qui reviennent aujourd'hui. L'abondance promise n'est jamais là, car le système économique est suffisamment malin pour augmenter nos désirs en même temps que nos estomacs. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ouais, c'est vrai. Moi, ça me fait penser à l'image que, je sais pas si toi c'était pareil, quand tu étais petite, l'image du futur pour toi c'était high-tech, les trucs à la Star Wars, le 5e élément, etc., les voitures volantes. Et en fait, quand tu as des jeunes ancré ça dans la tête, en fait, tu as envie que ce truc-là, il arrive. Et en fait, le problème, c'est que ce futur-là qui a été imaginé, il a été imaginé à un moment où les règles du jeu étaient différentes parce qu'on ne savait pas qu'il y avait les limites planétaires, le réchauffement climatique, la biodiversité, etc. Et du coup, on a eu cet imaginaire du futur qui a été créé, mais qui aujourd'hui est complètement obsolète, quoi. Il faut absolument le changer. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien, mais j'ai jamais su qui l'avait dite. Du coup, je dis que c'est moi. Je fais ça tout le temps. C'est une super technique. Super. Un le petit présent... pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est moi. Le présent est la conséquence du futur. C'est pas con, non ? Ça veut dire que ton idée du futur, de cette idée vont découler plein de trucs dans tes choix du présent. Non, ça te parle pas ? Si, ça me parle. Ok, super. Et en fait, il faut absolument se créer une image d'un futur qui corresponde avec ce qu'on sait aujourd'hui sur les limites planétaires avant de changer quelque chose. Merci Corentin de Châtel-Perron. Incroyable. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de la vie, des low-tech, de l'avenir, du bonheur ou des selles? Non, mais tu parlais du métier d'aventurier. Tu pourrais te dire que c'est un truc d'enfant. C'est ce que tu disais, vouloir être aventurier. Parce que, en fait, le cliché des aventuriers, c'est un peu les Christophe Colomb, tu vois, qui vont essayer de découvrir des nouveaux territoires et tout ça. Et je pense que c'est un cliché qui date de l'époque où il y avait encore des nouveaux territoires à découvrir et que, voilà, les mecs, ils partaient... tu vois, sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'horizon, et puis bref, ils trouvaient un territoire, et c'était génial et tout ça. Mais aujourd'hui, le challenge, l'enjeu de l'époque, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vivre dans le futur. Et tous ceux qui se sentent l'âme d'aventurier, t'as envie de dire une connerie là, je sens que t'as un sourire qui... Non, c'est ma tête quand je suis inspirée, mais bon, apparemment... Pardon. On dirait que je vais péter, mais bon... Ah, pardon. Non, ça faisait sourire à connerie. Non, genre, mais tu m'apprends plein de choses. J'attends la fin de ta phrase et je... Ok, bref. L'enjeu de notre époque aujourd'hui, c'est de trouver comment on pourrait vivre dans le futur et que tous ceux qui sentent l'âme d'aventurier, d'explorateur, je pense qu'il faut qu'ils explorent des modes de vie, qu'ils testent des choses, comme tu as fait la semaine dernière, mais à ta façon. Enfin, je veux dire, pas au fait que... non, pas pareil, mais que tu imagines dans quel futur tu aimerais vivre et que tu l'essayes vraiment, parce qu'en fait, il n'y a rien qui t'empêche de le tester, ce futur-là.
en général. Je voudrais juste te dire un truc, mais tu le sais, mais tu le sais pas. En gros, j'ai acheté un appartement à Montpellier, exposé sud-est, parce que je disais, je veux faire du chauffage avec du soleil et rafraîchir avec des feuilles. Et je savais pas où j'allais, bref, c'est désespérant. Et je voulais juste te dire que ça y est, c'est décidé, et je pense que j'ai trouvé les bons architectes pour le faire. Mais je vais faire un appartement low-tech pour ma vie, c'est genre mon appartement, genre. Ah, voilà. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. C'est surtout parce que j'avais très très peu d'argent pour le réaliser que Je pourrais le tester une semaine. Tu pourras tester aussi longtemps que tu veux parce que je vais t'appeler toutes les 2 minutes pendant 3 ans. Merci beaucoup, Corentin. On a l'habitude de finir ce programme, il y a plus de saison, par un petit moment convivial. Tu peux rester sur ton siège, profiter ou bien participer avec nous, parce qu'on est une secte en fait. À la fin d'il y a plus de saison, j'aime bien chanter avec tout le monde, parce que je trouve que c'est un truc qui nous unit. Je sais pas pourquoi je suis émue, c'est débile. Parce que je pense à ces larves que je reverrai jamais. C'est terrible. Ouais, c'est un petit moment qui nous unit et qui nous permet de striduler tous ensemble. Et du coup, voilà, ça vous dit qu'on chante tous ensemble, ouais? J'ai rien entendu. Est-ce que ça vous dit? Ouais. Trop bien. Ouais, trop cool. Qu'est-ce qu'on va chanter? Donc, j'improvise complètement des petits trucs sur ce qu'on s'est raconté. Le cycle de vie des mouches. 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 On est des grands enfants. Le cycle, je suis ravie, des mouches. Que cette moitié du public qui chante ça, ok? Des mouches. Le cycle de vie des mouches. Plus de conviction, là. Les gens qui me connaissent pas. Continuez. Le cycle de vie des mouches. Le cycle de vie des mouches. La secte. Le cycle de vie... Depuis que Guillaume Meurice a dit que c'était une secte, j'arrive pas à me prendre au sérieux. Vie des mouches. Le cycle de 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 vie des mouches. Corentin de Châtel-Perron. Ça me fait trop rire que t'aies un nom à particules et que tu sois le plus gros babos de la terre. Corentin de Châtel-Perron, on dirait que toute ta vie, c'est une année de césure qui dure trop longtemps. Genre, j'ai fait une expérience d'avoir seulement un t-shirt, c'est hyper cool. Et en fait, finalement, c'est pour toujours. Un jour. Corentin, merci d'avoir montré à mes yeux les seules personnes avec qui je vais partager ma vie. Les larves. C'est un peu vexant et en même temps flatteur, parce que tu m'as dit qu'elles étaient jamais aussi dodues et grasses. C'est grâce à mon gars. Corentin de Châtel-Perron, merci de nous faire rêver. Ah, j'ai oublié de dire que t'avais 1000 documentaires sur toutes les maisons que t'as créées sur Arte.
n'hésitez pas à y aller. J'aurais pu parler pendant des heures de 2040, puis 2060, puis 2100, et 2200. Et je vais continuer jusqu'à 2300. C'est pour montrer aux enfants que je sais compter. Vous allez voir, c'est une galère, mais au bout d'un moment, on s'y met. Après, c'est les divisions, c'est plus compliqué. Merci à tous, bonne soirée. Un maximum de bruit pour Corentin Châtel-Perron, s'il vous plaît. Pour Caroline Pulse, s'il vous plaît. Tous les gens du Low-Tech Lab et des Biosphère Experience et tous les gens qui inventent le monde de demain. Merci Corentin, bravo. Bravo à toutes les équipes qui ont réalisé cette vidéo. Vous êtes trop forts, je vous aime. Merci beaucoup.